todos. Bom, então a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente está vivendo um momento bastante particular no país, como vocês sabem, na Universidade Federal de Goiás, uma situação bastante crítica, uma situação bastante difícil, uma situação bastante complicada. Nós havíamos programado essa jornada de estudos no mês de agosto, então nós não sabíamos como se desenrolaria o nosso calendário a partir de então. Bom, enfim, então é uma situação bastante difícil, enfim, fazer uma espécie de efeméride, lembrar um pouco desses 50 anos de As Palavras e as Coisas, ao mesmo tempo num contexto que não é um contexto, digamos assim, muito instigante, um contexto muito empolgante, em função de tudo aquilo que vocês sabem que a gente está vivendo no Brasil atualmente, e também das consequências nefastas que isso terá para a educação, para a saúde, enfim, para todos esses ganhos que o país teve nos últimos anos. Não é? E aqui falando especificamente de ciência e tecnologia, de educação, de pós-graduação, de reflexão, crítica e etc. Mas mesmo assim a gente decidiu manter o evento, porque nós já havíamos comprado as passagens, etc, etc. Então seria talvez mais danoso que nós cancelássemos esse evento ao invés de mantê-lo como originalmente nós havíamos programado. Mas a gente queria, não é? Eu acho que o professor Fábio e eu registrar um pouco, não é, a nossa profunda insatisfação com esse momento e até mesmo a nossa contrariedade, a nossa até dificuldade de manter esse evento em função dessa situação pela qual a gente vive. Nós também organizamos esse colóquio um pouco tardiamente, porque, como vocês sabem, nós tivemos problemas orçamentários ao longo do ano e só no segundo semestre a gente teve uma previsão mais clara da nossa situação, que permitiria, então, fazer um evento dessa natureza. Esse é um evento que está sendo feito pelo Programa de Pós-Graduação em História e pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Então, é uma atividade conjunta. A ideia também, eu acho que tanto Fábio quanto eu, Ternes e outros colegas aqui, sempre têm essa perspectiva de trabalharmos juntos em temas ou sobre autores, sobre questões que são correlatas, que aproximam a história e a filosofia. E então, registrar um pouco esse nosso esforço também, embora nós tenhamos institucionalmente separado as nossas unidades acadêmicas, a ideia de que é fundamental, é importante que nós continuemos, digamos assim, trabalhando juntos. E um pouco, o Fábio depois vai apresentar aqui os nossos colegas, um pouco lembrar também da importância desse livro, As Palavras e as Coisas, não é, como vocês sabem, foi publicado em 1966, mas assim, eu lembraria que para nós é interessante, nós, não só da história da filosofia, mas eu quero dizer, das ciências humanas, porque trata fundamentalmente de um livro que, assim, nós poderíamos talvez dizer, de um livro sobre a história das ciências humanas. E todos vocês sabem que os anos 60 foi uma época eu diria assim, a idade de ouro das ciências humanas, mas também uma época de reflexão sobre a história das ciências humanas. Grandes livros sobre a história das ciências humanas foram escritos nesse momento. Não é? O Gaston Granger, por exemplo, escreveu um livro no início dos anos 60 sobre as ciências do homem. Depois, Raymond Aron escreveu um texto clássico sobre o pensamento sociológico. Enfim, há todo um conjunto de autores que nos anos 60, nessa época, então, vamos dizer assim, de ouro das ciências humanas, ou, como alguns talvez prefeririam dizer, de ouro do estruturalismo, não é? Autores que se voltaram, seja na filosofia ou fora dela, a uma reflexão sobre a história dessas novas ciências, né? E, sem dúvida nenhuma, a maneira como Foucault nos apresenta a história dessas ciências humanas é bastante particular, é bastante singular, porque, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma maneira absolutamente distinta, até então, de refletir sobre essa historicidade, muito diferente desses autores, por exemplo, que eu acabei de citar. Então, eu digo com muita alegria que a gente, por outro lado, a gente trata de pensar um pouco sobre a história desse livro, mas, ao mesmo tempo, refletir sobre esse livro, não é, com os convidados que nós trouxemos aqui hoje, né, o professor José Ternes, nosso habitué aqui nos nossos eventos, o professor Felipe Sabot, o
professor Celso Kramer e o professor Candiotto. Eu agradeço a presença de vocês, passo a palavra para o professor Fábio, que vai fazer uma introdução, digamos assim, mais protocolar aqui dos nossos convidados. Obrigado. Eu queria também agradecer a todos vocês pela presença aqui nessa manhã. Compartilhar com o Marlon o descontentamento com a situação atual que a gente está vivendo, e apesar do constrangimento até certo ponto, né, eu diria que é um constrangimento continuar trabalhando numa instituição que está cada vez mais ameaçada, não só essa instituição como outras instituições do país. É ainda assim com grande alegria que o professor Marlon e eu organizamos esse evento para celebrar e para lembrar, não é, os 50 anos de publicação das Palavras e as Coisas, essa obra que, sobretudo, eu diria, num contexto como esse, vale a pena retornar a ela para ver o quanto a radicalidade, a novidade do pensamento que o Foucault inaugura com esse livro. Então, é com muito mais alegria, então, que a gente recebe os convidados para essa jornada de estudos hoje, que vai ter essa sessão da parte da manhã e uma sessão da parte da tarde. E o professor Philippe Sabot fica conosco ainda na sexta e na segunda-feira para um curso sobre as palavras e as coisas. Eu queria, então, agradecer ao Felipe, ao Ternes, ao César Candiotto, ao Celso Kramer, que aceitaram, assim, quase que de pronto, o convite para virem a Goiânia e discutirem com a gente esse livro tão importante. A gente começa hoje, então, com a conferência do professor Sabot, que é professor da Universidade de Lille 3, na França, né, tem uma grande trajetória já de publicação de artigos e livros sobre Foucault e as palavras e as coisas, tem se dedicado ao estudo do gênero, à filosofia social, à relação entre filosofia e literatura, tem um trabalho vasto e particularmente interessante nesse domínio. Entre os livros que o professor Sabot escreveu, vale a pena destacar o Ler as Palavras e as Coisas, de Michel Foucault, publicado pela PUF, a Filosofia e Literatura, também pela PUF, Literatura e Guerra, Sartre, Malraux e Simon, e o último, acho que é o último, Le Même et l'Ordre, Michel Foucault e o Saber na Idade Clássica, publicado pela editora da École Normale Supérieure. Eu queria dar as boas-vindas, merci beaucoup d'être venu, et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci à Fabio et Marlon pour leur invitation, leur accueil et pour l'organisation de cette journée autour des mots et les choses. Alors, s'il y a bien une question ontologique chez Foucault, on peut dire que dans les travaux archéologiques des années 60, cette question prend la forme d'une mise en question de l'ontologie au profit d'une histoire des savoirs. Ce que je voudrais faire, c'est, dans cette intervention, rendre manifeste une autre dimension de la critique de l'ontologie, en tant que celle-ci s'opère dans le sillage de l'archéologie des savoirs, sous la forme d'une réflexion concernant le statut de la représentation. Cette réflexion sur la représentation accompagne, comme on le sait, l'analyse de l'épistémé de l'âge classique dans Les mots et les choses. Mais cette réflexion se déploie également, et ce sera l'objet de cette intervention, dans le cadre d'une autre analyse que Foucault propose au même moment, une analyse du travail pictural de Magritte dans un article publié en recueil ensuite, article intitulé « Ceci n'est pas une pipe », en référence à une célèbre série de tableaux de l'artiste belge. Je voudrais donc montrer que ce qui est en jeu dans cette analyse de Magritte, c'est une certaine manière d'interroger la continuité entre l'être et la représentation,
ou encore d'interroger ce que Foucault appelle dans Les mots et les choses le continuum de la représentation et de l'être, tel qu'il définit l'a priori historique du savoir classique ou du savoir à l'âge classique. L'essentiel de l'analyse de Foucault dans ce petit texte sur Magritte tourne en effet autour du rapport problématique qui est présenté dans un tableau ou dans une série de tableaux entre un texte et une image. Le problème qui est alors posé concerne précisément le type d'articulation entre ces deux régimes de représentation et au-delà, ce qui est interrogé, c'est l'opération même de la représentation. Est-ce que l'on fait la même chose? Est-ce que l'on représente de la même manière? Ou même, que représente-t-on exactement lorsque l'on dessine une image et lorsqu'on écrit un texte? Ces deux opérations sont-elles superposables et même interdépendantes? Si par exemple l'énoncé d'un titre renvoie ou correspond à une image qui lui donne une forme visible, ou au contraire, ces deux opérations sont-elles incompatibles? Ce que laisse entendre immédiatement le désaccord entre l'image représentée dans le tableau, celle d'une pipe, et la légende qui l'accompagne dans le tableau de Magritte. En un mot, peut-on faire comme si le visible et l'énonçable constituaient les deux dimensions complémentaires, voire réversibles, d'un même acte de représentation, comme si donc tout énoncé pouvait immédiatement être représenté dans une image, et toute image décrite adéquatement dans la forme d'un texte. C'est ce postulat, proprement ontologique, d'une réversibilité complète et sans reste de l'image et du texte, pour le dire autrement, du visible et de l'énonçable, dans l'élément du représentable, que Foucault interroge à partir du travail pictural de Magritte. Mais il me semble justement, et c'est là qu'est le rapport évidemment avec la journée qui nous rassemble, il me semble justement que cette interrogation elle-même ne trouve sa vigueur qu'à la condition d'être rapportée à l'analyse qui est proposée dans Les mots et les choses du savoir classique. Dans ce savoir classique, le discours de la nature fournit un modèle théorique achevé du monde ou de l'épistémé de la représentation. On a affaire à une ontologie de la nature où viendrait se superposer, sans reste et dans l'espace d'un tableau, l'ordre du discours et l'ordre des choses, accomplissant de cette manière la mise en continuité de l'être et de la représentation qui forment, si l'on veut, l'horizon du savoir classique. Je vais donc partir de l'élucidation de ce continuum tel qu'il est présenté dans Les mots et les choses, pour éclairer ensuite, dans un second temps, le sort réservé par Magritte, et à travers la lecture de Foucault, à l'opération singulière du calligramme, qui est centrale dans l'analyse des rapports complexes que peuvent ou ne peuvent pas entretenir le texte et l'image. Je montrerai alors qu'en dénouant la parenté du texte et de l'image, Magritte tente à soustraire l'image à l'espace de la représentation et à la faire basculer du côté du simple simulacre ordonné à son propre déploiement immanent. C'est à travers cette logique du simulacre que la mise en crise de la représentation s'accomplit en critique de l'ontologie, ou plus exactement en interrogation à valeur critique quant au statut ontologique de l'image elle-même. Je repars donc du sort que Foucault réserve dans Les mots et les choses au discours de la nature. Ce discours est en un sens l'élaboration épistémologique d'un nouage, d'une articulation entre l'être et la représentation, qui trouve dans l'espace classique du tableau le site d'actualisation de son opération. Selon Foucault, le savoir classique est en effet dominé, c'est son a priori historique, par le thème et par le programme d'une mise en ordre des choses au sein d'un espace tabulaire qui analyse la totalité de l'être en distribuant les identités et en répartissant les différences. Or, au sein même du savoir classique, c'est sans doute l'histoire naturelle qui va remplir le mieux ce programme taxinomique
en faisant du tableau le véritable lieu commun du voir et du dire. Un tel programme relève, selon Foucault, d'un effort nouveau en vue de transcrire les images des choses, je le cite, dans des mots lisses, neutralisés et fidèles, des mots qui deviennent le support verbal d'une description exacte et exhaustive de l'être. Cet effort verbal est lui-même inséparable de la constitution de nouveaux espaces, des herbiers, des collections, des jardins, dit Foucault, dans lesquels ce qu'on voit des choses vient s'articuler à ce que l'on en dit. Je cite les mots et les choses. Le lieu de cette histoire, c'est-à-dire l'histoire naturelle, c'est un rectangle intemporel où, dépouillés de tout commentaire, de tout langage d'alentour, les êtres se présentent les uns à côté des autres, avec leur surface visible, rapprochés selon leurs traits communs, et par là déjà virtuellement analysés et porteurs de leur seul nom. Il ne s'agit donc plus de raconter les êtres en suivant les ressemblances, comme c'était le cas dans l'épistémé de la Renaissance. Il s'agit à présent d'étaler, de disposer les choses en tableau, et dans ce tableau, de nouer leur être à la fois au regard qui les observe et au discours qui les analyse, le visible et l'énonçable. L'histoire naturelle, ainsi conçue, est donc taxinomique, dès lors qu'elle rapporte les choses à, je cite Foucault, l'espace où on peut les voir et d'où on peut les décrire, c'est-à-dire à cet espace tabulaire, à cet espace en tableau, qui permet de les classer, de les analyser et de les ordonner, c'est-à-dire de représenter leur être. Le discours de la nature, qui n'est rien d'autre que la nature faite discours, est donc à entendre comme un discours de l'ordre de la nature. En énonçant dans la successivité de ces descriptions la structuration en quelque sorte objective du visible observé, il cherche à établir entre les êtres naturels un véritable système des identités et des différences. C'est ainsi que le visible décrit, c'est-à-dire en droit la nature tout entière, peut entrer dans l'espace taxinomique de visibilité que constitue le tableau. L'ordre de la nature et l'ordre du discours y sont strictement coextensifs. On pourrait ajouter ici que l'emblème de cette coextensivité du discours et de la nature à l'âge classique réside, selon Foucault, dans un rêve caressé un moment par Linné, qui serait celui de présenter sa philosophie botanique sous la forme de calligrammes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour éclairer cette idée, évidemment importante quand on pense à Magritte, il est possible de faire une première incursion dans le texte consacré par Foucault à Magritte, où le calligramme se trouve notamment défini par sa capacité, dit Foucault, à prendre les choses au piège d'une double graphie. Et Foucault détaille cette fonction de la manière suivante, je le cite, donc dans l'article sur Magritte. Le calligramme approche d'abord au plus près l'un de l'autre le texte et la figure. Il compose en lignes qui délimitent la forme de l'objet avec celles qui disposent la succession des lettres. Il loge les énoncés dans l'espace de la figure et fait dire au texte ce que représente le dessin. Se trouve ici souligné le caractère en quelque sorte tautologique du calligramme, qui joue de la propriété fabuleuse des lettres de l'alphabet d'être à la fois les signes d'un texte et les lignes d'un dessin. Je cite encore Foucault, « Signe, la lettre permet de fixer les mots. Ligne, elle permet de figurer la chose. » En faisant donc jouer dans l'unité du calligramme ces deux graphies, le dessin s'alphabétise et devient loquace, en même temps que l'écriture prend forme et corps sous nos yeux.
en tissant un espace commun entre le mot et la chose, entre le mot et l'image, entre le signe verbal et la forme plastique, l'opération calligraphique accomplit sa fonction de piège à être et de piège redoublé même, puisque le mot se fait image quand l'image dessine un signe verbal. Je cite à nouveau l'article de Foucault. « Traquant 2 fois la chose dont il parle, il lui tend le piège le plus parfait. Par sa double entrée, le calligramme, il garantit cette capture dont le discours à lui seul ou le pur dessin ne sont pas capables. Il conjure l'invisible absence dont les mots ne parviennent pas à triompher, en leur imposant, par les ruses d'une écriture jouant dans l'espace, la forme visible de leur référence. Savamment disposés sur la feuille de papier, les signes appellent, de l'extérieur, par la marge qu'ils dessinent, par la découpe de leur masse sur l'espace vide de la page, la chose même dont ils parlent. Et en retour, la forme visible est creusée par l'écriture, labourée par les mots qui la travaillent de l'intérieur et font jaillir le réseau des significations qui la baptisent, la déterminent, la fixent dans l'univers des discours. » Fin de la citation. C'est bien cette procédure sophistiquée de double capture de l'être des choses que Linné entend mettre en œuvre dans sa philosophie botanique, ce qui revient à promouvoir une sorte de tautologisation du discours de la nature. Je cite cette fois les mots et les choses. Linné voulait que l'ordre de la description, sa répartition en paragraphes sur chaque plante, et jusqu'à ses modules typographiques, reproduisent la figure de la plante elle-même. Que le texte, dans ses variables de forme, de disposition et de quantité, est une structure végétale. Et on pourrait ajouter que Linné voulait que la structure visible de la plante soit immédiatement lisible comme un texte, sous la forme d'un discours décrivant ses propriétés naturelles. La possibilité, même rêvée, de calligramme botanique chez Linné accomplit par conséquent la superposition du texte et de l'image dans une sorte de tableau idéal qui, littéralement, fait voir ce qu'il décrit et décrit ce qu'il fait voir. Je cite encore Foucault. « Transposée dans le langage, la plante vient s'y graver et, sous les yeux du lecteur, elle recompose sa pure forme. Le livre devient l'herbier des structures. » Linné rêve donc de représenter, dans la forme articulée d'un texte, la structure visible d'un objet. Les mots ne sont plus comme des choses. Désormais, c'est leur articulation discursive qui reproduit, en la représentant et en la redoublant du côté du langage, l'être de la chose, c'est-à-dire précisément sa structure ontologique visible. L'être, en un mot, c'est le cas de le dire, se confond avec sa représentation. Les choses viennent se couler dans les mots qui les représentent et qui, dans cette représentation, énoncent leur structure propre. Un tel rêve, celui d'un livre d'histoire naturelle qui se lirait comme un herbier, assigne ainsi au tableau, au sens pictural du terme, qui le composerait, la fonction d'assurer la secrète transition entre l'être et la représentation, en superposant exactement l'espace de déploiement des signes verbaux et l'espace de déploiement des formes visibles, le texte et l'image. Ceci, que vous voyez, est une plante, telle plante, dont le dessin vous livre instantanément toute l'histoire, c'est-à-dire, ainsi que l'écrit Linné dans sa philosophie botanique, ses noms, sa structure, son ensemble extérieur, sa nature, son usage. Les calligrammes botaniques constituent ainsi l'épure de cette histoire devenue naturelle, l'idéal d'un visible énonçable sans reste dans la forme d'un discours qui, d'un seul et même trait, pourrait analyser et montrer ce qu'il énonce. Pour le dire autrement, le calligramme de Linné correspond à l'exhibition même du lieu commun à partir duquel peuvent cohabiter jusqu'à se confondre, au moins en droit, c'est-à-dire dans les rêves les plus fous de Linné,
l'énonçable et le visible, le texte et l'image. Or, c'est précisément ce dispositif calligraphique qui se trouve défait et comme dénoncé par les constructions ludiques ou ironiques de Magritte, auxquelles j'en viens à présent. Dans son texte sur Magritte, Foucault tente en effet de rendre compte du travail de sape que le peintre fait subir à l'opération classique de la représentation, telle qu'elle est à l'œuvre, comme on vient de le voir, notamment dans le discours de la nature et dans le rêve linnéen des calligrammes botaniques. Repartons de la première version de « Ceci n'est pas une pipe », version que Foucault date de 1926. Donc vous avez le tableau ici. Cette version initiale paraît à première vue, selon les propres termes de Foucault, je le cite, « aussi simple qu'une page empruntée à un manuel de botanique. Une figure et le texte qui la nomme. » Et pourtant déjà, le titre, ou la légende, au lieu de simplement désigner l'objet qui est représenté au-dessus d'elle, conformément à la visée linnéenne de substitution réciproque du texte et du dessin, ce titre énonce plutôt que ceci, en quoi nous reconnaissons spontanément une pipe, ou du moins la représentation dessinée, l'image d'une pipe, ceci n'est pas une pipe, justement, sans qu'il soit par ailleurs indiqué positivement ce que c'est que nous voyons, si ce n'est pas une pipe. Oui. Le spectateur est donc au rouet. Il ne peut pas ne pas rapporter le texte au dessin, et le déictique « ceci » l'invite et l'enjoint même à rapporter l'un à l'autre le texte et l'image, mais dans le cas du dessin de Magritte, ce rapport est immédiatement perverti par la distance discrètement introduite entre ces deux éléments qui semblent avoir perdu le lieu commun grâce auquel ils pouvaient indéfiniment renvoyer l'un à l'autre dans l'unité d'une représentation. Pour comprendre alors en quoi le tableau de Magritte se sépare d'emblée d'une page empruntée à un manuel de botanique, comme dit Foucault, il faut remonter à l'opération secrète qui a pu défaire, tout en paraissant le maintenir, l'espace commun entre le dessin de la pipe et la légende paradoxale qui s'inscrit à présent sous lui. Ceci n'est pas une pipe. Je cite Foucault. Cette opération, c'est un calligramme secrètement constitué par Magritte, puis défait avec soin. Chaque élément de la figure, leur position réciproque et leur rapport dérive de cette opération annulée dès qu'elle a été accomplie. Il est nécessaire, je crois, ajoute Foucault, de supposer qu'un calligramme a été formé puis décomposé. On en a là le constat d'échec et les restes ironiques. Alors en quoi consiste une telle opération de décomposition du calligramme qui, d'une certaine façon, met en péril la représentation de l'être, telle qu'elle pouvait fonctionner à l'âge classique, et conduit à interroger plutôt l'être même de la représentation. Cette opération ne consiste pas seulement en ce que le texte et l'image, au lieu de se confondre dans l'unité d'un tableau, sont disjoints et distribués dans l'espace. Car ce qui est mis à mal dans le tableau de Magritte, c'est le dispositif d'ensemble du calligramme, sa fonction tautologique ou tautologisante, son principe de clôture ou de circularité ontologique, un principe selon lequel le discours coïncide avec l'être et en épuise sans reste les formes visibles en les reprenant dans son ordre propre. Comme on l'a vu tout à l'heure à propos de Linné, la forme dédoublée du calligramme, image-texte, permet en effet d'opérer un transfert intégral du signe à la ligne et de la ligne au signe. Or, pour Foucault, les tableaux de Magritte ont ceci d'original qu'ils réintroduisent justement un certain jeu dans cette forme calligraphique fermée sur elle-même et qu'ils contribuent de cette manière,
comme dit Foucault, à inquiéter tous les rapports traditionnels du langage à l'image et de l'image, et notamment à inquiéter la possibilité même de rapporter l'un à l'autre le visible, le dessin, et l'énonçable, le nom d'une pipe. Ces quelques remarques permettent d'éclairer le procédé qui préside à la première version de « Ceci n'est pas une pipe », celle qui a été présentée tout à l'heure. En apparence, il n'y a plus de calligramme dans le tableau. La phrase et le dessin semblent avoir repris leur lieu propre, comme si le rêve de Linné avait pris fin. Je cite Foucault. Le texte, donc dans le tableau présenté précédemment, le texte est retourné en bas, là où il sert de support à l'image, où il la nomme, l'explique, la décompose, l'insère dans la suite des textes et dans les pages des livres. Il redevient légende. La forme, au sens de la légende d'un texte. La forme, elle, remonte à son ciel, dont la complicité des lettres avec l'espace l'avait fait un instant descendre. Libre de toute attache discursive, elle va pouvoir flotter à nouveau dans son silence natif. On revient à la page et à son vieux principe de distribution. On revient au manuel de botanique traditionnel. C'est la fin d'un rêve, donc, la fin du rêve d'un discours de la nature qui se donnerait comme un tableau de la nature, mais Magritte ne s'en tient pas là. Son dessin, en effet, pourrait ne pas inquiéter la corrélation entre l'ordre des choses et l'ordre du discours s'il se proposait seulement de revenir, comme dit Foucault, du redoublement calligraphique à la simple correspondance de l'image avec sa légende, ce qui reviendrait à préserver dans ce réagencement formel le primat du même. Or, c'est la possibilité même de cette correspondance et de cette continuité donc de l'être et de la représentation qui est à présent mise en question. Désigner et dessiner ont cessé de valoir l'un pour l'autre. La pure nomination du visible s'abolit dans la présentation abrupte d'un visible dénoncé. C'est ici que, selon Foucault, les pouvoirs du calligramme sont manifestement pervertis. Dans son dispositif traditionnel, celui-ci autorise en effet une adhésion totale du verbal au visible et de l'image au texte. Il masque donc, dans son dispositif tautologique, la surface de contact discrète qui, d'ordinaire, fait le lien entre ces deux ordres d'inscription distincts et qui autorise, au fond, Linné à passer du calligramme au manuel de botanique et inversement, à partir du moment où peut être maintenu ce contact, cet espace commun et de communication entre la figure et sa légende, qui se représentent l'une l'autre dans l'élément homogène du discours. Je cite Foucault. Sur la page d'un livre illustré, comme la philosophie botanique de Linné, on n'a pas l'habitude de prêter attention à ce petit espace blanc qui court au-dessus des mots et au-dessous des dessins, qui leur sert de frontière commune pour d'incessants passages. Car c'est là, sur ces quelques millimètres de blancheur, sur le sable calme de la page, que se nouent entre les mots et les formes tous les rapports de désignation, de nomination, de description, de classification. Or, c'est précisément cet espace de communication, ce lieu de passage, qui garantit la représentation de l'être, que Magritte prend un malin plaisir à escamoter dans sa construction paradoxale, qui suspend brutalement l'évidence du rapport entre les mots et l'être qu'ils sont censés désigner ou représenter. Je cite à nouveau Foucault, « Le piège a été fracturé sur le vide. L'image et le texte tombent chacun de son côté, selon la gravitation qui leur est propre. Ils n'ont plus d'espace commun, plus de lieu où ils puissent interférer, où les mots soient susceptibles de recevoir une figure et les images d'entrer dans l'ordre du lexique. La petite bande mince, incolore et neutre
qui, dans le dessin de Magritte, sépare le texte et la figure, il faut y voir un creux, une région incertaine et brumeuse qui sépare maintenant la pipe flottant dans son ciel d'images et le piétinement terrestre des mots défilant sur leurs lignes successives. Encore est-ce trop dire qu'il y a un vide ou une lacune. C'est plutôt une absence d'espace, un effacement du lieu commun entre les signes de l'écriture et les lignes de l'image. La diablerie de Magritte, comme dit Foucault, est donc double, car elle consiste non seulement à produire un tableau à partir d'un calligramme, mais encore à défaire jusqu'à la possibilité de ces calligrammes botaniques dont rêvait Linné, en sapant l'homogénéité du discours et de la représentation, qui donne son assise épistémologique et même ontologique au savoir de l'âge classique. Ce qui est donné dans la peinture moderne, c'est moins un nouvel espace constitué où les mots et les figures composeraient autrement que l'absence marquée de ce lieu commun dont il est question également dans les mots et les choses, comme principe d'ordre. À partir de là, c'est clair, l'ironie manifeste et aussi l'inquiétude qui traverse la dernière version de « Ceci n'est pas une pipe ». Vous avez ici ce nouveau dessin qui est la fin de la série proposée par Magritte. Alors Magritte, ici, ne se contente plus de superposer dans l'espace de son tableau l'image de la pipe et l'énoncé qui est censé lui servir de légende. Comme s'il avait pris du recul par rapport à sa composition initiale, du recul même dans l'espace, il place désormais le dessin et sa légende sur la surface bien délimitée d'un tableau, et il place ce tableau lui-même sur un trièdre de bois épais et solide. Le tableau que vous avez donc ici posé sur le sol. En utilisant le procédé traditionnel de la mise en abîme, un tableau dans un tableau, le peintre paraît dévoiler au spectateur la fabrique de son art et neutraliser de cette manière la charge paradoxale de la première version. Une pipe et une légende qui dit « ceci n'est pas une pipe ». En effet, maintenant, le langage et l'image sont reliés, même si c'est de l'extérieur, par ce tableau dans le tableau qui leur sert de lieu commun. Je cite Foucault, « Magritte fait tout ce qu'il faut pour reconstituer le lieu commun à l'image et au langage. Tout est solidement amarré à l'intérieur d'un espace scolaire. Un tableau montre un dessin qui montre la forme d'une pipe. Et un texte écrit par un instituteur zélé montre que c'est bien d'une pipe qu'il s'agit. Du tableau à l'image, de l'image au texte, du texte à la voix de l'instituteur, une sorte d'index général pointe, montre, fixe, repère, impose un système de renvoi, tente de stabiliser un espace unique. » Alors, est-ce que cela signifie que nous aurions, avec cette dernière version du tableau de Magritte, surmonté l'effondrement de tout à l'heure ? Est-ce que cela signifie que nous en serions revenus à la lecture paisible d'un manuel de botanique et que nous pourrions à nouveau nous laisser aller à rêver à ces calligrammes qui vaudraient pour des leçons de choses ? Certainement pas. Ou du moins, le rêve tourne rapidement au cauchemar. À peine circonscrite et ramenée à l'espace unique d'un tableau, l'incertitude qui affectait précédemment les rapports du texte à l'image se trouve en effet relancée, amplifiée même, lorsqu'il apparaît, je cite, « qu'au-dessus du tableau noir, une vapeur vient de se lever, qui peu à peu a pris forme et maintenant dessine très exactement, sans aucun doute possible, une pipe. » C'est le tableau de tout à l'heure où il y a la pipe, on peut peut-être revenir juste, où il y a la pipe au-dessus du tableau posé sur le sol.
Et pourtant, ceci, cette pipe suspendue, pas plus que cela qui figure sur le tableau, n'est une pipe. Je cite Foucault, « Cette pipe qui flotte si visiblement au-dessus de la scène, comme la chose à laquelle se réfère le dessin du tableau noir, et au nom de laquelle le texte peut dire que le dessin n'est pas vraiment une pipe, cette pipe elle-même n'est qu'un dessin, ce n'est point une pipe. Pas plus sur le tableau noir qu'au-dessus de lui, le dessin de la pipe et le texte qui devrait la nommer ne trouvent où se rencontrer et s'épingler l'un sur l'autre, comme le calligraphe, avec beaucoup de présomption, avait essayé de le faire. » Le calligramme est donc défait dans l'exacte mesure où, dit Foucault, le lieu commun, œuvre banale ou leçon quotidienne, a disparu. Et au fond, c'est tout l'espace classique de la représentation, l'espace de déploiement de l'être en discours et du savoir en tableau, qui se trouve décomposé dans la reprise ironique qu'en propose Magritte. Ceci n'est pas une pipe, la série de dessins de Magritte, constitue de cette manière une sorte de parodie des calligrammes botaniques de Linné, dont le peintre paraît, selon Foucault, avoir exploité à fond les conditions de possibilité, jusqu'à cette limite où le langage et l'espace cessent de se superposer l'un à l'autre pour entrer dans une indifférence mutuelle. Magritte, écrit Foucault, noue les signes verbaux et les éléments plastiques, mais sans se donner le préalable d'une isotopie. La décomposition du calligramme est donc aussi bien la décomposition de cette isotopie, de ce lieu commun qu'on trouve dans la préface des mots et les choses, tableau ou table d'opération, où les mots et les choses, les textes et les images pouvaient se croiser, se nouer les uns aux autres dans la forme articulée et stable d'une représentation redoublée, par exemple d'un discours de la nature. Avec Magritte, justement, ce vieil espace de la représentation, comme le nomme Foucault, où venaient se superposer le discours et l'être, ne règne plus qu'en surface. Au-dessous, il n'y a rien. C'est la dalle d'une tombe. Les incisions qui dessinent les figures et celles qui ont marqué les lettres ne communiquent plus que par le vide, par ce non-lieu qui se cache sous la solidité du marbre. Rien à dire, donc rien à voir non plus. Rien que ce rien à dire et à faire voir dans les interstices vides de la classification insensée de Borges, à l'ouverture des mots et les choses, ou dans l'écart infime et immense qui sépare désormais le dessin et le nom d'une pipe. À travers cette forme radicale de contestation des pouvoirs de la représentation et du discours, la peinture de Magritte assume ainsi, selon Foucault, la fonction critique d'une expérience de pensée qui consiste à se jouer des formes convenues de la représentation et à faire travailler les uns contre les autres les images et les mots, jusqu'à ce qu'apparaisse sous eux, entre eux, le non-lieu, voire le non-être, qui rend caduque et incertaine toute nomination du visible. On n'en a pourtant pas encore tout à fait fini avec les effets de cette diablerie manifeste de Magritte, qui tend donc à séparer, à diviser l'être et la représentation pour les faire jouer l'un contre l'autre. L'un de ces effets ultimes, souligné par Foucault à la fin de son article, dans le chapitre 5, du livre où il y a des chapitres, l'un de ces effets concerne précisément le statut ontologique de l'image qui dénoue le statut ontologique de la représentation. En effet, dans le dernier tableau de la série élaboré par Magritte, aucune des deux pipes représentées, celle qui est sur le tableau et celle qui est au-dessus, aucune de ces deux pipes ne peut vraiment servir de modèle à l'autre. Dans la mesure où les deux sont dessinées,
elles sont déjà inscrites comme des images sur la surface d'un tableau, qu'il s'agisse du tableau bien visible déposé sur un chevalet ou celui que nous sommes en train de scruter pour tenter de lever les mystères qu'il est censé révéler, receler. Aucune des deux pipes dessinées ne peut servir de référence originaire et ultime en vue d'évaluer les ressemblances ou les dissemblances entre la pipe et ses reproductions, ou de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises images, entre de simples copies et des simulacres. Autrement dit, c'est la relation modèle-copie qui est ici suspendue, subvertie même, puisqu'elle se dissout sous la pression de pures images sans modèle. Nulle part il n'y a de pipe, ou ce qui revient au même, ceci n'est pas une pipe. Cela revient à dire qu'il n'y a que des simulacres, qui ne sont pas seulement des copies dégradées, des images trompeuses, mais qui sont véritablement, pour reprendre cette idée à Deleuze, des puissances positives d'affirmation du faux. Magritte assure ainsi dans sa mise en scène soigneusement agencée le triomphe de la similitude sur la ressemblance. C'est bien sur la distinction et l'opposition entre ces deux manières de faire la différence que se fonde, selon Foucault, la démarche picturale de Magritte. Voici comment Foucault explicite les enjeux généraux de cette démarche. Donc je cite, passage un peu long. Magritte a dissocié de la ressemblance la similitude et fait jouer celle-ci contre celle-là. La ressemblance a un patron, un modèle, élément original qui ordonne et hiérarchise à partir de soi toutes les copies de plus en plus affaiblies qu'on peut en prendre. Modèle platonicien. Ressembler suppose une référence première qui prescrit et classe. Le similaire, à l'inverse, se développe en séries qui n'ont ni commencement ni fin, qu'on peut parcourir dans un sens ou dans l'autre, qui n'obéissent à aucune hiérarchie, mais se propagent de petites différences en petites différences. La ressemblance sert à la représentation qui règne sur elle. La similitude sert à la répétition qui court à travers elle. La ressemblance s'ordonne au modèle qu'elle est chargée de reconduire et de faire reconnaître. La similitude fait circuler le simulacre comme rapport indéfini et réversible du similaire au similaire. Donc deux modèles opposés, celui de la ressemblance et celui de la similitude. Foucault propose, dans cette distinction entre ressemblance et similitude, des éléments d'analyse du simulacre qui seront repris, développés par Deleuze dans différence et répétition. En effet, la ressemblance suppose, pour reprendre le thème qui est développé par Deleuze, la ressemblance suppose la différence entre un original à valeur de modèle de référence et des copies qui, tout en se rapportant à ce modèle, s'en éloignent aussi de plus en plus. Comme l'analyse Deleuze, faire la différence, cela signifie alors, comme chez Platon, exclure les simulacres en tant qu'ils sont des copies dégradées dont la ressemblance avec le modèle est devenue tout extérieure, trompeuse. Et c'est ce qui autorise, chez Platon, leur disqualification ontologique et même leur disqualification morale, puisque le bien et l'être ne font qu'un. Or, le tableau de Magritte suspend cette relation verticale de ressemblance entre un modèle et ses copies. Ceci n'est pas une pipe, n'est pas la formule négative qui viendrait sanctionner l'absence provisoire de modèle. Ce n'est pas l'envers d'un « ceci est une pipe » qui serait, comme dit Foucault, silencieusement caché dans la représentation ressemblante et qui l'ordonnerait, qui serait sa raison d'être. C'est plutôt la formule qui affirme la mise en circulation ou en réseau des simulacres,
qui ne ressemblent à rien, en tout cas à aucune pipe réelle ou plus réelle que ces copies. Des simulacres qui renvoient plutôt indéfiniment les uns aux autres. À la monarchie de la ressemblance s'oppose ainsi l'anarchie de la similitude, fondée sur la mise en réseau, en série, d'éléments disparates qui, par leur seule répétition dans l'espace émanant du tableau, font éclater l'unité et l'identité supposée des choses, en les renvoyant à ce que Deleuze présentera dans différentes répétitions comme leur disparité constituante. Le simulacre échappe ici à la logique de la ressemblance et au primat de l'identité ontologique, c'est-à-dire du modèle, du même. Il n'est plus une donnée dérivée, un résidu honteux de la représentation ressemblante. Au contraire, il constitue à présent, de manière assumée, le processus actif de différenciation interne du même, à la faveur duquel processus des éléments similaires, cette pipe-ci et cette pipe-là, celle qui est au-dessus, celle qui est en dessous, glissent de l'une à l'autre sans que celle-ci ou celle-là puisse s'ériger comme le modèle référent de la série. Désormais, écrit Foucault, la similitude est renvoyée à elle-même, dépliée à partir de soi et repliée sur soi. Elle n'est plus l'index qui traverse à la perpendiculaire la surface de la toile pour renvoyer à autre chose, un modèle. Elle inaugure un jeu de transfert qui court, prolifère, se propage, se répondent dans le plan du tableau, sans rien affirmer ni représenter. Dans ce jeu de transfert, c'est le simulacre qui lui-même fait la différence, en se répétant lui-même, en se dédoublant sans cesse, sans jamais renvoyer à un modèle préétabli ou à une identité constituée. La mise en circulation de ces simulacres, sans point de départ ni support, dit Foucault, s'apparente ainsi à un processus de déplacement et de déguisement du différent dans une série qui le répète. À travers ce processus, le texte et l'image, le discours et la peinture se trouvent clairement dissociés. À la limite, on pourrait dire que ceci n'est pas une pipe, et bien l'affirmation paradoxale que le texte, la légende du tableau, n'a pas le pouvoir de dire à quoi ressemble une pipe, puisqu'une fois dessinée, la pipe ne ressemble plus à rien, et puisqu'une fois écrit le texte lui-même, le texte lui-même n'est plus qu'un dessin qui ne veut plus rien dire, sauf que nulle part il n'y a de pipe, ni en haut, ni en bas. L'insubordination de l'image au texte, elle-même produite par l'insubordination de la similitude à l'assertion de ressemblance, ouvre donc le tableau sur ses propres incertitudes, contaminantes et vertigineuses. Elle ouvre aussi, selon Foucault, la peinture moderne sur son propre avenir. Je cite une dernière fois Foucault. « Un jour viendra où c'est l'image elle-même un jour viendra, je dis le texte en français, un jour viendra où c'est l'image elle-même, avec le nom qu'elle porte, qui sera désidentifiée par la similitude indéfiniment transférée le long d'une série, Campbell, 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 Campbell. » Bom, aqui vocês veem que desapareceu a citação do Foucault, já que a gente está falando de representação, de similitude e semelhança, ela simplesmente desapareceu, o que não é grave, mas a citação que o Felipe acaba de fazer virá um dia em que a própria imagem, com o nome que ela traz, será desidentificada pela similitude
indefinidamente transferida ao longo de uma série. E aí, então, há uma citação de 4 palavras, Campbell, Campbell, Campbell. Merci. Plutôt que d'être redoublée par un texte avec lequel elle peut se confondre, dans le calligramme, l'image, à présent, absorbe le langage, et le langage, pourrait-on dire, devient image de marque, ou même marchandise imaginaire, voire publicitaire, dont la répétition fétichiste mime la consommation en même temps qu'elle en efface la réalité. Mais, j'ai envie de dire, ceci est une autre histoire. Je vous remercie.